Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Dans le sud du Chili, le conflit historique qui oppose les indigènes mapuches aux forces de l'ordre se radicalise. Incendies, menaces et confrontations armées se sont multipliées ces derniers mois, à tel point que les autorités n'hésitent pas à parler de terrorisme dans la région et font usage de la force pour mater la rébellion. Des voitures blindées, parfois accompagnées de chars ou d'hélicoptères, patrouillent quotidiennement sur les chemins d'accès aux communautés. Les Mapuches sont régulièrement confrontés à la justice qui leur oppose la loi antiterroriste héritée de la dictature de Pinochet. Durant ce reportage, nos reporters ont parfois eu l'impression d'être face à un dialogue de sourds. Ni les activistes autonomistes, ni les autorités chiliennes ne se montrent ouvertes à la négociation. Ingrid Piponio, Vincent Rimbaud. Temuco, au sud du Chili, le cœur du pays des indigènes mapuches, bastion de leur lutte historique pour la récupération de leurs territoires ancestraux. Ce combat mène régulièrement leurs activistes en prison. Pour les Mapuches, c'est devenu un lieu de ralliement. Ce matin, ils sont une centaine à être venus de toute la région, à l'initiative de Gabriela, une leader mapuche. Vous allez devoir attendre parce qu'on va déjeuner. Mais attendez, on s'était mis d'accord sur cet horaire. Ça leur prend 2 minutes de nous faire entrer, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Gabriela est furieuse. Ils ont tous fait des heures de route pour réaliser une cérémonie religieuse au sein de la prison, en soutien à plusieurs activistes incarcérés. On est là pour ne pas laisser nos frères en prison seuls. Mais ce n'est pas normal qu'on soit confronté à cette situation. Ils ne devraient pas être en prison. La Convention 169 protège soi-disant les droits des peuples indigènes, mais malheureusement au Chili, elle n'est pas respectée. Ils finiront par réussir à entrer dans la prison sans incident. Un geste des autorités pour apaiser une situation sous haute tension. En juillet dernier, la même visite a dégénéré en violentes altercations. Bilan, une 50aine de blessés. La résistance mapuche se radicalise. Des groupes masqués attaquent les entreprises installées sur leur territoire, leurs terres ancestrales. L'État répond par la force et réprime toute contestation. Le président Piñera en a fait sa priorité. Il existe clairement du terrorisme dans la région et la plupart de ces attentats terroristes sont revendiqués par un même groupuscule. La branche la plus radicale de la lutte mapuche s'appelle la CAM. À sa tête, Héctor Lialtoul. Vive la lutte du peuple mapuche! Nous nous rendons chez ce leader autonomiste à 2 heures de route de Temuco, au cœur du bastion rebelle. Avant l'arrivée des Espagnols, le territoire mapuche s'étendait sur 100 000 km². Aujourd'hui, il ne leur reste que 5% de ces terres. C'est ce qui a poussé Héctor à se radicaliser. Il a passé plus de 4 ans en prison. Il a accepté de nous recevoir sur les terres où il a orchestré les premières attaques incendiaires. C'était il y a 20 ans. Regardez, tout ça, ce sont des entreprises forestières. On parle de milliers d'hectares de plantations de pins et d'eucalyptus. Pour nous qui vivons ici, c'est pratiquement un écocide. Les effets sur l'environnement sont dévastateurs. C'est une destruction. Depuis les années 70, la monoculture a envahi la région et asséché les sols. Les communautés mapuches ont été délogées et marginalisées. Leur région est la plus pauvre du pays, même s'ils représentent 10% de la population chilienne. Pour Héctor, cela justifie le recours aux actions de sabotage. Nos actions sont liées à des revendications territoriales, à des revendications autonomistes et à la défense de la culture mapuche. Si nous faisons des actions de résistance ou des actions d'autodéfense, c'est parce que nous répondons à une violence historique. La violence vient de l'État, elle vient du système capitaliste, qui lui entraîne et renforce la répression contre les Mapuches.
La Commission des droits de l'homme de l'ONU, les parlementaires européens, tous ces observateurs sont venus. Et ils ont affirmé qu'ici, nous n'étions pas face à du terrorisme, mais face à une protestation sociale mapuche, très légitime. Les organisations radicales comme celle d'Hector se sont multipliées sur le territoire mapuche. Ces 12 derniers mois, 90 attaques incendiaires et sabotages ont été comptabilisés dans la région. La plus destructrice a eu lieu en avril dernier, dans l'entreprise Aridos Mardones, qui construit des chemins d'accès aux plantations forestières. En une nuit, 16 machines ont été brûlées par un groupuscule d'hommes masqués. Myriam est à la tête de cette entreprise de 70 employés. Tous sont encore sous le choc. Christian, viens s'il te plaît. Ce technicien était l'un des premiers à arriver sur place le soir de l'attaque. Ce sont les photos que j'ai prises le soir même. J'ai aussi une vidéo, regardez. C'est un grand sentiment d'impuissance de voir partir en fumée tout ce que la patronne a construit pendant des années. En moins d'une heure, tout était réduit en cendres. Depuis l'attaque, le site est sous surveillance policière. Les dégâts ont été estimés à plus d'1 million d'euros. L'entreprise familiale de Myriam peine à s'en remettre. Les camions étaient là, alignés. Au total, ils ont brûlé des machines à 3 endroits différents. Mais quel est l'intérêt de brûler autant de machines, autant de camions? C'est l'outil de travail de beaucoup de gens. Je ne comprends pas. Originaire de la ville voisine, Myriam loue cette parcelle depuis 25 ans à ses voisins mapuche. Nous sommes sur un territoire mapuche, oui, qui appartient à une communauté. Mais nous les payons pour être ici. Nous n'avons volé aucune terre à personne. Pour Myriam, cette attaque est une première, mais pas une surprise. La plupart des entreprises voisines avaient déjà subi des sabotages. Conséquence, depuis 7 ans, la région ne reçoit plus aucun investissement étranger. Cette année, le tourisme a chuté de 40%. Rétablir l'ordre, c'est devenu la priorité de Luis Mayol, préfet et ami personnel du président. Ici, c'est un territoire unique et uni. Ceux qui revendiquent un territoire autonome sont un groupe minoritaire. Et beaucoup de leurs actes ont des connotations terroristes, selon toutes les lois nationales et internationales. Ce n'est pourtant pas l'avis de l'ONU qui a condamné le Chili en 2013 pour l'usage injustifié de ce terme dans le conflit mapuche. Dans cette région, l'insécurité générée par ce conflit a fait chuter les investissements. Et la diminution de l'investissement, forcément, c'est moins de croissance économique. Donc le problème doit avoir une solution. Depuis le début de l'année, le préfet a demandé à appliquer la loi antiterroriste sur une dizaine d'incendies commis par des Mapuches. Cette loi, héritée de la dictature de Pinochet, était destinée à mater les opposants au gouvernement militaire. Aujourd'hui, le président Piñera souhaite la durcir. Sa cible, les zones dites rouges, celles qui concentrent le plus grand nombre d'attaques mapuche. C'est là qu'habite Jaime. Porte-parole de sa communauté, il nous conduit sur des parcelles voisines où les tensions avec la police se sont multipliées ces dernières semaines. Est-ce que vous avez vos papiers? C'est un contrôle de routine, parce qu'ici vous êtes dans une zone de conflit. Selon la police, ils font des contrôles d'identité. Mais ils sont surtout là pour instaurer la peur et montrer que l'État chilien est indivisible et qu'il n'y a pas de place pour d'autres peuples ou d'autres nations. Au cœur de cette zone rouge, des véhicules blindés patrouillent. Par prévention, la communauté a barré les chemins d'accès. Rodrigo et sa mère se sont installés il y a 3 ans sur les terres d'une entreprise forestière. Il y a un mois, ils ont été victimes d'une violente perquisition. La famille était accusée de posséder des voitures volées. Ma nièce a tout filmé avec le téléphone. Et elle est petite, elle n'a que 5 ans. Ces images témoignent d'une action musclée de la part des policiers armés face aux femmes de la famille, restées seules durant la journée. Ils ont embarqué ma grand-mère et ça m'a fait beaucoup de peine. C'est pour ça que je pleure un peu sur la vidéo. Ils sont entrés, comme ça, en nous pointant avec leurs armes par la fenêtre.
Ils m'ont dit qu'ils avaient un mandat de perquisition, mais ils ne me l'ont jamais montré. Malgré l'absence de voiture volée, la grand-mère de 59 ans a été emmenée au poste, puis relâchée. La seule et unique raison de notre mobilisation, c'est de récupérer les terres qui nous ont été volées. Et cela nous oblige à être confrontés à cette réalité. Une réalité où nous ne pouvons pas dormir tranquille, ni même vivre tranquille durant la journée. Et c'est la situation que vivent les communautés de toute la région. Ici, il y a clairement une impunité face aux actions de la police militaire qui est présente dans cette zone depuis des années. Et il leur donne à chaque fois plus de pouvoir d'action. La crise est en train de devenir régionale. Pour la première fois, un dirigeant de la cause mapuche a été extradé de l'Argentine au Chili, sous haute sécurité. Une quarantaine d'activistes mapuches sont détenus dans les deux pays. Lisette est devenue l'un des symboles de la lutte. Son mari, Luis Tralcal, a été le premier Mapuche condamné à la perpétuité cette année. Il est en cavale depuis 3 mois. Ici, on avait des fraises, parce que c'est Luis qui s'en chargeait. Mais maintenant, tout est abandonné. C'est ce qui arrive dans les communautés, car ce sont généralement les hommes qui travaillent la terre. Donc, quand il y a une arrestation, les champs sont délaissés. Lisette s'occupe seule de sa fille de 4 ans et de son bébé de 1 mois, qui ne connaît pas son père. Luis est l'une des figures de la lutte mapuche. Lui, c'est mon papa. Luis a déjà été jugé à 9 reprises pour d'autres affaires, mais à chaque fois innocenté. Au total, il aura passé 3 ans en prison préventive. Pour prouver encore une fois l'innocence de son mari, Lisette a décidé de faire appel à la Cour suprême. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Eduardo, son avocat, est venu faire un point sur son dossier. J'ai ici la plainte qu'on va déposer au sujet du faux témoignage qui a inculpé votre mari et son frère. Faux témoignage, refus d'accès aux documents officiels. Au total, l'avocat a relevé une dizaine de vices de procédure dans la condamnation du mari de Lisette. Cette affaire a déjà été réouverte à 3 reprises. Les 2 premières fois, ils ont jugé qu'il n'y avait pas acte de terrorisme. Alors qu'est-ce qui a changé pour que maintenant on vienne nous dire qu'il s'agit d'un terroriste? L'invocation de la loi antiterroriste permet la multiplication et la prolongation des périodes de détention préventive. Ici, il y a des gens qui ont passé 2 ans en prison dans l'attente d'un jugement qui finit par les innocenter. Ce sont des violations de nos droits fondamentaux. On voit bien que les juges dans notre région se comportent de façon différente par rapport à ceux qui officient dans le reste du pays. C'est honteux pour moi en tant qu'avocat de devoir vous dire que malgré toutes les preuves qui dans n'importe quel tribunal du monde auraient suffi à innocenter Luis, ici dans notre région il a été condamné. C'est très difficile d'accepter ça. Donc il ne me reste plus qu'à espérer que la Cour suprême va résoudre cela en se basant uniquement sur le droit et ne pas subir des pressions politiques. La Cour suprême a finalement maintenu la condamnation de Luis Tralcal à 18 ans de prison. Absent lors de son procès, il vit aujourd'hui dans la clandestinité. Groupes radicaux et gouvernements refusent le dialogue. Inexorablement, la rébellion mapuche prend de l'ampleur. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Entre 15 000 et 20 000 Syriens ont trouvé refuge ces dernières années en Arménie. Si le gouvernement arménien ne fait pas de distinction dans l'accueil de ces réfugiés, l'immense majorité de ceux qui sont arrivés est d'origine arménienne. Fuyant la guerre et les persécutions des djihadistes à l'encontre des minorités en Syrie, ils ont trouvé sur cette terre qu'ils ne connaissent souvent pas la sécurité pour eux et leurs enfants. Ashreen Verdian. Marcher en sécurité dans la rue, sans craindre les bombes ni les snipers, Serop et Aline s'en réjouissent chaque jour. Syriens d'Alep d'origine arménienne, ils ont trouvé refuge à Yerevan avec leurs enfants et leurs parents il y a 6 ans. De leur passé en Syrie, ils n'ont conservé que quelques objets, comme ces passeports périmés et des clichés de leur bonheur passé. Toutes ces photos ont été prises en Syrie. Là, c'était Pâques.
Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste. Prévu pour ne durer qu'un temps, leur exil est devenu permanent par la force des choses. En août 2012, les problèmes avaient déjà commencé en Syrie. Mais à Alep, c'était le tout début, notamment dans le quartier où travaillait mon mari. On s'est dit, puisque c'est comme ça, on va prendre des vacances. Alors on a pris la voiture et on est arrivé à Yerevan. Mais en écoutant les informations, on a vu que la situation continuait de se détériorer. Mes parents m'ont même appelé en disant « Ne revenez pas ici, votre quartier est devenu très dangereux ». Et c'est comme ça qu'on est resté. Sur place, la famille trouve la paix et la sécurité, et les Arméniens d'Arménie les accueillent comme des frères. Mais les difficultés sont nombreuses dans le pays. Taux de chômage de 20%, un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Serop, chef d'entreprise à Alep, vit aujourd'hui de petits boulots. Et la famille, jadis propriétaire de plusieurs maisons, cohabite dans cette modeste location. Moi, j'ai toujours vécu à Alep. Je connaissais toutes les règles. Je savais comment faire prospérer mon affaire. En revanche, quand on est arrivé ici, c'était un autre monde. Ici, quand tu dois emmener tes enfants à l'école, tu ne sais pas comment faire. Tu ne connais pas les règles. Tu ne sais pas quelle école est la meilleure pour eux. En Syrie, c'était pas pareil. Moi, j'étais institutrice, je connaissais tout le monde. Mais ici, quand on est arrivé, rien n'était organisé pour nous aider. Depuis l'arrivée de cette première vague de réfugiés, les choses ont bien changé. De nombreuses ONG et associations viennent en aide aux Arméniens de Syrie. Parmi elles, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance où travaille Talar. Son association a levé plusieurs millions d'euros depuis 2012 auprès d'Arméniens de la diaspora pour favoriser l'intégration des réfugiés syriens en Arménie. Par exemple, ici on vient de recevoir une donation d'un donateur français en fait et on va organiser la distribution de ces vêtements aux Arméniens de la Syrie. Donc ce sont des vêtements d'hiver, donc ça arrive juste à temps. Outre cette aide d'urgence, les champs d'intervention de l'association sont variés. Objectif, pérenniser la présence des Arméniens de Syrie dans le pays. On distribue 450 à 500 bourses universitaires à des étudiants arméniens de la Syrie pour qu'ils continuent leur éducation ici, à l'université. Et aussi, on aide des agriculteurs, des Arméniens de la Syrie qui sont venus tout particulièrement de la région du nord-est, qui sont ici, ils sont installés dans les villages. On leur a fourni des tracteurs et des outils. Également dans ce bâtiment, une polyclinique où les réfugiés arméniens de Syrie viennent se faire soigner gratuitement. Ce jeune couple a vécu la guerre de plein fouet. Arrivé il y a 6 mois en Arménie, leur traumatisme est encore bien visible. Ces 5 années de guerre nous ont profondément marqués. Notre maison a été entièrement détruite. Ce jour-là, mon père était chez nous. Il a à peine eu le temps de sortir que les bombes tombaient déjà sur la maison. Elle s'est entièrement écroulée. Ici en Arménie, j'ai des problèmes d'anxiété, de stress. C'est pourquoi je me suis adressée au docteur Darakjian. Il doit maintenant me donner des médicaments. Le docteur Darakjian est lui-même originaire de Syrie. Cardiologue, il a exercé à Alep durant 35 ans au sein de la communauté arménienne. Sa présence rassure aujourd'hui ses patients réfugiés. Tous les gens qui viennent ici, je connais leurs parents, leurs grands-parents. Je les connais tous parce que je les soignais à l'époque. Donc quand ils viennent ici, ils se sentent comme à la maison. On parle la même langue, on connaît leurs problèmes, leurs difficultés. Autre soutien de poids pour ces réfugiés, les autorités arméniennes qui leur ont ouvert grand les bras pour d'évidentes raisons humanitaires. Les pousser à rester durablement dans le pays contribue aussi à compenser les départs très importants depuis la chute de l'URSS. Au début de la guerre, ils devaient obtenir des visas depuis la Syrie, mais on leur a facilité les démarches et maintenant ils peuvent obtenir leur visa à la frontière arménienne. Les employés du ministère de la diaspora les prennent littéralement par la main et les aident dans leurs démarches, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Une situation sans doute enviable aux yeux de nombreux réfugiés syriens. Mais les difficultés rencontrées en Arménie en découragent plus d'un. Le pays est vu par beaucoup comme un lieu de transit avant émigration définitive en Europe, aux États-Unis ou au Canada.
On estime que sur les quelques 18 000 Syriens d'origine arménienne arrivés depuis 2012, seuls 7 000 vivent encore en Arménie. Dans les régions d'ex-Allemagne de l'Est, les esprits se sont radicalisés ces dernières années, notamment sous l'influence du parti d'extrême droite AfD et de formations xénophobes qui se réclament toutes de la nouvelle droite. Plusieurs villes ont récemment été le théâtre de manifestations dénonçant la politique migratoire d'Angela Merkel. Des rassemblements souvent violents avec des scènes de salut nazi et des chasses aux faciès. Anne Maillet. Ils occupent sans relâche le terrain, comme ce samedi après-midi à Eberswalde, une petite commune dans le nord-est de l'Allemagne. Dans la foule, un couple de retraités très remontés contre la politique migratoire allemande, Régine et Detlef. Il faut que les choses changent en Allemagne. Ce n'est plus possible. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de descendre dans la rue, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des nazis, comme on nous le reproche souvent. Nous sommes des citoyens, comme les autres, mais qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Comme Régine et Detlef, ces manifestants se considèrent comme des patriotes. Mais les crânes rasés qui se mêlent à la foule ne les dérangent pas. André Poggenburg, un membre du parti AfD, est également présent. Il assume son complexe. Moi, personnellement, je revendique ce virage à droite. Pendant des décennies, l'Allemagne a mis la barre toujours plus à gauche. Et le seul moyen de revenir à la normale, c'est d'opérer ce nouveau retour à droite. Il faut juste faire attention à ne pas aller trop loin vers l'extrême droite. Mais ça, l'AfD s'en charge et fait bien le travail. Toujours à la limite, une stratégie qui fonctionne. L'AfD est désormais représentée dans toutes les régions allemandes et au Bundestag. Nous sommes au Parlement de Dresde, dans une région où le parti a remporté 27% des suffrages aux législatives. Leur chef de file, Jörg Orban, est un ancien écologiste. Pour lui, l'AfD, c'est en fait le nouveau parti conservateur. Preuve à l'appui. Regardez ce qui nous sépare de la CDU. Voici une de leurs affiches datée de 1991. Elle dit « Stop aux abus liés au droit d'asile ». Maintenant, voici un récent poster de l'AfD. Le droit d'asile a besoin de règles claires. Mais voilà, nous, on est catalogués comme nazis, alors qu'elle, c'est cette bonne vieille CDU. À l'écouter, l'AfD occupe tout simplement les positions conservatrices abandonnées par la CDU d'Angela Merkel. L'AfD a fait revenir les valeurs et les idées conservatrices dans le discours politique. On peut même dire que l'émergence de notre parti AfD est en grande partie due au fait que la CDU a abandonné ses positions conservatrices, notamment sur les questions de famille et de sécurité intérieure. L'AfD se revendique de la nouvelle droite, un mouvement qui prend régulièrement la rue, comme ici à Dresde, à l'appel du mouvement islamophobe Pegida. On y retrouve différents groupuscules, le bloc identitaire, mais aussi les électeurs du parti. Mais cette nouvelle droite, c'est aussi un ensemble de maisons d'édition et de publications dont les tirages augmentent. Ce pic que vous voyez, c'est le mois de septembre 2015, lorsque les frontières ont été ouvertes. D'un coup, le nombre de vues sur notre site internet a doublé. Nos abonnements ont massivement augmenté, sans aucune campagne de pub. L'hebdomadaire Junge Freiheit est le journal de référence de la nouvelle droite. Pour son rédacteur en chef, la nouvelle droite permet aux Allemands de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Dans les partis traditionnels ou dans les médias traditionnels, on ne peut plus parler ouvertement de ces questions. Et lorsqu'on se sent marginalisé au sein de la CDU ou des sociodémocrates, eh bien on va souvent se tourner vers un parti comme l'AfD, même s'il est présenté comme étant d'extrême droite. Une droite décomplexée qui se veut démocratique, seulement loin des caméras de télévision devant ses électeurs, l'AfD tient un discours bien plus radical. Nous reconnaissons notre responsabilité pour ces 12 années d'histoire. Mais sur nos 1000 ans d'histoire, Hitler et les nazis ne sont que du pipi de chat. Stefan Lauer observe cette nouvelle droite depuis des années et pour lui, seule la forme la distingue en réalité de l'extrême droite. Un parti d'extrême droite classique dira « les étrangers dehors », alors que la nouvelle droite ne le dira pas aussi ouvertement. Elle utilisera par exemple un terme comme « remigration ». On a recours à des termes plus intellectuels pour une idéologie similaire. Il s'agit juste de les rendre plus compatibles avec le grand public.
Une banalisation du discours de l'extrême droite qui fait son œuvre. Selon une étude récente, un tiers des Allemands de l'Est se disent désormais ouvertement xénophobes. Face à eux, la société civile continue de se mobiliser, comme ici à Dresde, mais elle constate aussi les dégâts. Ils ont réussi à augmenter la peur et la haine de l'autre en Allemagne. Avec eux, c'est toute l'extrême droite qui sort renforcée et qui attire de plus en plus de gens. J'espère que tous ces gens se rendront compte un jour de ce qu'ils font. Mais en attendant, tout ça me fait très peur. En réaction aux dérives de l'AfD, l'Office de la protection de la Constitution envisage de placer le parti sous observation. Mais ces idées ont déjà fait leur chemin au sein de la société allemande. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Indian Railways, la SNCF indienne, est le plus gros employeur du pays, avec 1,3 million de travailleurs. Un réseau immense, fréquenté chaque jour par des dizaines de millions de voyageurs, qui exige de nouvelles recrues pour tenir le cap. Car ces chemins de fer sont vieillissants et ont besoin d'être modernisés. L'entreprise publique se prépare à un gigantesque recrutement. Nos correspondants en Inde, Thomas Denis, Suyash et Srivastava et Avanti Cassette, sont montés à bord. Voici leur reportage. Comme chaque matin depuis 7 mois, Prakash se rend à une classe préparatoire au nord de la capitale indienne, New Delhi. Le jeune homme de 23 ans s'apprête à passer l'examen d'entrée du premier recruteur du pays, Indian Railways, la SNCF indienne. Qui a rempli le formulaire pour l'examen du groupe D? Moi, monsieur. Travailler pour le gouvernement vous assure des avantages jusqu'à l'âge de 60 ans. On ne peut pas vous licencier facilement, on vous paie dans les temps et on vous envoie en voyage professionnel pour vous faire évoluer. L'assurance d'une carrière stable sur un marché du travail en pleine mutation. Nous préparons des étudiants venus des 4 coins du pays, en particulier des zones rurales. Ces jeunes veulent à tout prix travailler dans le secteur public pour avoir un revenu stable, même si ça implique de venir s'installer en ville, de louer une petite chambre et de préparer durement l'examen d'entrée. Cette année, le recrutement est sans précédent. 23 millions de candidats pour seulement 127 000 postes. Selon leurs résultats, les admis deviendront conducteurs de train, techniciens, inspecteurs de voies ferrées ou même menuisiers. Les opportunités sont nombreuses. Avec 22 millions d'usagers quotidiens, 18 000 trains, 121 000 km de rails, le réseau ferroviaire indien est tentaculaire, le 4e plus grand au monde. C'est aussi l'un des plus dangereux. Rien que ces 3 dernières années, plus de 50 000 personnes ont perdu la vie sur les rails du pays. Face à ce bilan funeste, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a débloqué 114 milliards d'euros pour moderniser le réseau tout entier. Parmi les 19 gares à rénover en priorité, il y a celle de la capitale, New Delhi. Son directeur, Sundip Gehlot, supervise les améliorations en cours. Comme vous pouvez le voir, nous avons recouvert les caniveaux qui étaient à ciel ouvert et nous nettoyons régulièrement les voies. Nous avons aussi installé des comptoirs informatisés dans plusieurs stations pour répondre aux besoins des passagers. Vous pouvez par exemple appuyer là et avoir des informations sur les sites touristiques ou encore le commissariat le plus proche. Pour lui, l'effort de modernisation porte ses fruits. Nous remplaçons les rails, gardons un œil attentif sur la sécurité et la propreté. Nous équipons les salles d'attente de climatiseurs et de robinets d'eau potable. Nous mettons aussi à disposition des fauteuils roulants et véhicules pour personnes handicapées. Toute cette technologie vise à aider nos usagers. Les usagers, justement, habitués aux halls de gare vétustes et bondés, saluent des progrès déjà visibles. Avant, on devait aller à la gare en personne pour suivre notre réservation. Maintenant, il suffit de vérifier sur son téléphone. Les trains sont de plus en plus ponctuels. D'autres ne sont pas encore convaincus.
Dans beaucoup de trains, les toilettes sont mal entretenues. Elles sont souvent très sales. Les progrès sont lents. Le réseau gigantesque est saturé. Et les trains débordent toujours de passagers. Même si le nombre d'accidents a diminué ces dernières années, il devient urgent de réguler les passages à niveau, d'améliorer la signalisation et de moderniser les voies. Une tâche compliquée par le manque de moyens. Alors, l'espoir repose sur la dernière gigantesque campagne de recrutement censée donner un nouveau souffle à l'entreprise ferroviaire. C'est le jour J pour Prakash. Il espère réussir l'examen et réaliser ses ambitions de cheminot. J'aimerais rejoindre les équipes de sécurité ou devenir aiguilleur. Mais j'ai plein d'autres options. Il y a beaucoup de postes disponibles et ça me permettra de subvenir aux besoins de ma famille. Jusqu'à fin décembre, ils seront près d'un demi-million chaque jour dans 116 villes indiennes à passer comme Prakash un test d'entrée informatisé. Dans ce centre d'examen en périphérie de la capitale indienne, ils sont des milliers venus de partout dans le pays. Cet homme vit à 600 km d'ici. Je viens de Pratapgarh, c'est très loin. Il m'a fallu presque 12 heures pour arriver ici. Les candidats connaîtront leurs résultats en début d'année prochaine. Le prochain défi pour les chemins de fer indiens sera de former ces nouvelles recrues et ainsi rajeunir une institution vieille de 165 ans. De 1972 à 1993, plus de 300 tonnes de chlordécone ont été déversées sur la Guadeloupe et la Martinique. Ce pesticide très toxique a créé une véritable crise sanitaire et environnementale. Et même s'il n'est plus utilisé depuis 25 ans, il est toujours présent dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe possèdent les deux plus hauts taux de cancer de la prostate au monde et un taux de naissance prématurée 4 fois plus élevé que la moyenne nationale. Reportage d'Edouard Aoud. Avec 80 000 tonnes de ce fruit exporté chaque année, la banane est le moteur économique de la Martinique. Mais aujourd'hui, elle est accusée d'avoir empoisonné les terres et les corps des Martiniquais. On est au cœur d'une bananeraie où, depuis 1972, on a utilisé un pesticide organochloré, le chlordécone. C'est une catastrophe écologique, mais également une catastrophe sanitaire, puisque 92% de la population actuellement contient du chlordécone dans son sang. L'avocat martiniquais Louis Boutrin a été le premier à dénoncer cet empoisonnement. Dès 2007, il alerte sur l'utilisation de ce pesticide ultra toxique pour l'homme. L'eau desservie pendant des décennies était gorgée de chlordécone. L'alimentation était contaminée. Voilà ce qui s'est passé. En 1976, des études américaines ont révélé la dangerosité du produit pour l'homme et son utilisation a été immédiatement interdite. Mais il faudra attendre 1993 pour qu'il soit supprimé des champs de bananes antillais. Ce laisser-faire aurait aujourd'hui de graves conséquences sur la population. Selon une étude de l'Institut national pour la santé, ces années d'exposition ont provoqué de nombreux cancers de la prostate. Ce type de cancer atteint même un taux record en Martinique. Avant, j'étais agriculteur à l'habitation Casa Polo. Et mon cancer s'est manifesté à partir du taux de chlordécone que j'ai dans le sang. Comme François Vaillant, les principales victimes seraient les 10 000 ouvriers agricoles qui ont travaillé avec ce produit dans les bananeraies et sans aucune protection. On ne dit pas que ce sont des choses graves. Nous savons que c'est un poison. Il faudrait prendre des précautions. Vous savez, le patronat ne dit jamais ce qu'il y a. Plusieurs associations de défense des agriculteurs ont déposé des plaintes contre X pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. À l'heure actuelle, aucune de ces plaintes n'a abouti. Josiane Jospelage fait partie de ceux qui n'entendent pas baisser les bras. Dans cette maternité, elle n'a que trop vu les effets du chlordécone. J'y ai travaillé 7 ans. J'étais pédiatre en maternité. Et là, nous avons vu beaucoup de prématurés. Il y avait beaucoup de naissances prématurées. En 2010,
elle parvient à obtenir une étude scientifique prouvant le lien entre la contamination aux pesticides et les naissances avant terme. Mais depuis, rien n'a changé. Bien sûr, nous avons des études, mais quand il faut passer de la connaissance théorique à la mise en place de prise en charge concrète, là, on se heurte à une barrière de déni. Pour le moment, le gouvernement n'assure pas la prise en charge des femmes enceintes contaminées au chlordécone. Pourtant, le pesticide a infiltré une grande partie des aliments des Martiniquais, dont les produits de la mer. 33% des côtes martiniquaises ont été interdites à la pêche à cause de la pollution au chlordécone, avec de graves conséquences sociales sur la communauté des pêcheurs martiniquais. C'est toute cette zone-là qui est interdite de pêche. Beaucoup d'anciens qui sont partis en dépression, beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu diversifier leur activité, et puis beaucoup de catastrophes, parce qu'il y a un contexte familial autour. Donc lorsqu'il y a eu des accompagnements, c'était tellement minable comme accompagnement que les gens n'ont pas pu continuer leur métier correctement. Le plan Chlordécone 3, lancé par le gouvernement en 2014, était censé aider les pêcheurs à diversifier leur activité. Mais les 1,5 million d'euros alloués par l'État n'ont pu aider que 50 pêcheurs dans le besoin sur les 506 recensés. Il faut que les gens sachent que chaque fois qu'ils mangent une banane en France, partout où vous mangez une banane, la banane, elle tue. Elle a tué en Martinique, la banane. On est toujours sur le dictat de la banane en Martinique. Il n'existe pour le moment aucune méthode efficace pour se débarrasser du chlordécone. Malgré une terre contaminée, Abdoul Djiré continue à cultiver des fruits sur son exploitation. Il fait partie d'une nouvelle expérimentation, le label Zéro Chlordécone, mis en place par le Parc naturel régional de Martinique. Le principe, cultiver des produits qui ne poussent qu'en hauteur, car le chlordécone ne remonte pas dans les arbres. Les plantes que je cultive n'ont pas de chlordécone, parce que ça a été attesté par des analyses qui ont été faites par 2-3 laboratoires différents. On peut se reprendre en main. Et moi, c'est mon souhait le plus ardent aujourd'hui, pour assurer aux générations futures une sérénité au niveau de leur santé. La visite d'Emmanuel Macron en septembre a redonné espoir aux agriculteurs. Pour la première fois, un président français a reconnu l'empoisonnement au chlordécone. Un rapport doit être rendu en 2019 pour comprendre l'ampleur de cette contamination. Si aucune solution viable n'est trouvée, la terre martiniquaise restera souillée par ce produit pendant plusieurs siècles. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Cette semaine, Anne-Sophie Pic est l'invitée de notre Paris des Arts. Seule femme triplement étoilée en France, la chef nous raconte son parcours hors norme. Et elle nous emmène à la découverte de l'œuvre du sculpteur César au Centre Pompidou. Nous partirons aussi à la rencontre de l'univers poétique tout en papier de la designer et scénographe Marianne Guély. L'été, c'est bien aussi, non? Oui, c'est vrai. Quelle idée. Bon, on ne peut pas passer à côté, il est immense ce pouce. À votre avis, quelle est sa taille et quel est son poids? Peut-être, je sais pas, 6-8 mètres. Bravo, 6 mètres. 6 mètres. Levé vers le ciel, dressé un peu comme un totem, qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, j'aime bien cette expression toujours s'élever, donc ça me va bien, ce pouce droit comme ça qui s'élève vers le ciel. Il y a un petit peu de vanité quand même, non? On voit que c'est un pouce d'homme en même temps. Bon, quand on voit ce pouce, on pense immédiatement à... César. César qu'on va redécouvrir ensemble dans ce bâtiment. Comment vous le trouvez, le bâtiment? Ah, il interpelle, hein. C'est le bâtiment des années 70. Voilà. Chaque fois que je rentre au Centre Pompidou, je découvre quelque chose en fait. Il est divers, vraiment pluriel dans son appréhension aussi de Paris, magnifique.
La transparence aussi, c'est ce sur quoi ont misé les architectes. Vous aimez, vous aussi, la transparence? Dans ma cuisine à Valence, j'ai tout un mur de verre qui me permet d'avoir le jardin qui rentre dans la cuisine. Et pour moi, la lumière, c'est aussi un gain d'énergie, plein de choses positives. Bonjour Anne-Sophie Pic. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous brillez au firmament de la cuisine française depuis le début de votre carrière. 7 étoiles gagnées au guide Michelin. Vous êtes la seule femme française triplement étoilée. Vous êtes aussi autodidacte. On va revenir sur votre parcours hors norme dans cette émission. Mais avant, on va aller redécouvrir l'œuvre de César. Ah oui, on va se mettre au chaud. Allez, on y va pour un Ses fers soudés, ses compressions d'automobile et son pouce géant l'ont rendu célèbre. Il aura fallu attendre 20 ans après sa mort pour que le centre Georges Pompidou consacre enfin une grande rétrospective au sculpteur César. Et c'est pour nous une occasion unique d'appréhender l'œuvre de cet aventurier de la récupération industrielle. On a un peu l'impression d'être dans un loft XXL d'un grand collectionneur. C'est extraordinaire. C'est une grande magnificence. C'est vraiment... très impressionnant et c'est vrai que cette ouverture sur la ville, on la sent tout de suite quand on arrive dans le lieu. C'est un bestiaire incroyable, il aimait les animaux. Ah, il aimait la vie. Il aimait la vie, il aimait les animaux, les hommes, les femmes, la cuisine, il aimait la vie. Les sturgeons, vous le cuisinez? Bien sûr, les œufs des sturgeons notamment, c'est un poisson roi quand même dans la cuisine. Et les sturgeons, le caviar bien sûr. C'est essentiellement de la récupération. Est-ce que la récupération, c'est un acte militant ou c'est un acte purement esthétique? C'est tout simplement qu'il a un mode de vie très précaire et qu'il récupère. Il ne peut que travailler à partir des matériaux de récupération. Il ne peut pas acheter le moindre matériau. Donc, il glane de ci, de là. On voit comment son œuvre évolue en fonction des hasards, de ce que la manière dont la vie se présente à lui. C'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est l'inventeur de la compression. La première compression, qui est un hasard, il l'a vu, mais il ne l'a pas assumé. En fait, ce bloc est déjà fait. Il le rapporte chez lui en pensant qu'il va l'intégrer dans une sculpture. Il va mettre 2 ans avant d'en faire une réelle œuvre, puisqu'il va d'abord, d'une part, découvrir une presse hydraulique qui va lui permettre de faire des compressions monumentales. Il va choisir la carrosserie, alors ça sera une carrosserie monochrome, ça sera une publicité Ricard. Il choisit la densité de la compression et c'est ce qu'on appelle les compressions dirigées. Quelles sont les autres révolutions qu'il a menées? Alors chronologiquement, après la compression, c'est l'empreinte humaine. Avec le pouce qu'on a vu en bas. Qu'est-ce qui vous touche, vous, chez César? Est-ce que vous aimez déjà l'artiste? J'adore bien sûr, mais ce que je trouve merveilleux, c'est son sens de l'aléatoire maîtrisé, enfin ce que vous disiez, les compressions dirigées. En cuisine, c'est un peu pareil, il y a le travail continu, quotidien, et après il y a une part d'évasion, et c'est ce moment-là qui est aussi fascinant. Il y a une œuvre qui est assez amusante. De la bisque de homard. Voilà. Alors, c'est une exposition qui est organisée à la Galerie Givaudan. Et César couvre tous les murs de boîtes de conserve. L'idée, c'est que les visiteurs achètent une boîte et qu'ils réalisent l'expansion soit sur place, soit chez eux. Enfin. Ah oui, donc parce que quand on ouvre... Voilà, on secoue, on ouvre et hop. Waouh. C'est génial de savoir cette histoire. Super. C'est le moment de parler de votre parcours. On va faire ça chez vous, dans votre établissement parisien, la Dame de Pique. Avec plaisir. Allez. Anne-Sophie, vous êtes issue d'une des plus grandes familles de la gastronomie française. Chez les Pic, on est chef de génération en génération. Pour vous, ça n'a pas forcément été une évidence. Parlez-nous un peu de votre saga familiale. Tout débute en 1889 avec votre arrière-grand-mère. Et comme dans toute grande histoire, il y a des hauts et des bas.
Oui, mon arrière-grand-mère s'est mise au fourneau un petit peu par hasard. En fait, son mari était propriétaire de quelques fermes dans la région en Ardèche. Et il était un petit peu le sage du coin. Et elle s'est mise au fourneau parce qu'elle aimait la cuisine, lui chasser. Donc elle a commencé à faire des gibiers. Et puis elle a commencé à avoir une notoriété donc autour de l'Ardèche. Et puis c'est devenu sa passion. Et elle a entraîné son fils dans sa passion. Et mon grand-père décide ensuite de monter à Paris pour continuer à se former. Il est un grand chef saucier, enfin très jeune d'ailleurs. Et il revient dans son Ardèche natale. Et là, il continue la tradition de sa mère. Donc avec des hauts et des bas, oui, parce que puisqu'on parle des 3 étoiles, ça a toujours, il y a eu des moments jalonnés dans la vie de ma famille où finalement les étoiles n'ont jamais été acquises, elles ont été regagnées à chaque fois. Est-ce que Valence, où tout a commencé avec d'abord l'Auberge du Pin, puis la Maison Pic, est-ce que ça reste le socle de tout ce que vous avez construit ? Oui, c'est important d'avoir une base solide. Mes racines, elles sont à Valence, elles sont en Ardèche par ma famille, mais elles sont à Valence. Et c'est important pour moi ces racines-là parce que c'est mon point d'ancrage, ce qui me permet d'aller plus loin, de me donner l'énergie. Votre père est mort brutalement en 1992 à l'âge de 59 ans. C'est le moment où vous passez en cuisine, vous n'êtes pas préparé. Ça n'a pas été facile. Oui, disons que je suis revenue parce que je voulais apprendre la cuisine avec mon père. Donc c'est un peu un monde qui s'écroule à ce moment-là, parce que j'attends de lui qu'il me guide, qu'il m'aide, et il disparaît. Et du coup, il faut trouver son fil conducteur, et je peine à le trouver au début. Je reste en cuisine un moment, et puis personne ne me guide vraiment. En fait, je me sens très seule et beaucoup dans le doute. Donc je passe un peu par tous les services de la maison pour me donner un peu de courage. Et puis, donc en 97, donc 5 ans après, je retourne réellement en cuisine, un peu plus armée. Bon, il y a eu entre-temps la perte de la 3e étoile, donc je suis très motivée pour retourner en cuisine. Et je me dis, si je retourne pas en cuisine, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il faut que j'aille de nouveau, que je reprenne du courage et j'y retourne. Quel a été le sentiment, l'émotion qui ont dominé quand vous regagnez cette 3e étoile en 2007, étoile que vous aviez perdue donc après la mort de votre père en 95? J'ai toujours l'habitude de dire que la 3e étoile, c'est un commencement pour moi. C'est pas une finalité. C'est un devoir de mémoire qui est réalisé et c'est le commencement de ma vie professionnelle d'une certaine façon. Je crois qu'il n'y a que 5 femmes triplement étoilées dans le monde. Vous êtes la seule en France. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez subi des brimades? Alors c'était particulier parce que j'étais à la fois apprentie et propriétaire. Ce qui était, vous pouvez imaginer, très inconfortable pour moi. Donc des brimades, oui, j'en ai eu par les gens qui m'ont connue enfant. Certains m'ont beaucoup aidée, certains m'ont dit que j'avais rien à faire là. Finalement, en tant que femme, en tant qu'autodidacte, j'avais vraiment rien à apporter, rien à faire. Donc forcément, c'est très brimant et c'est très frustrant, mais tout ce qui ne tue pas renforce. Donc voilà, il faut avancer malgré tout. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe international avec des établissements à Valence, à Paris, à Lausanne, à Londres, des épiceries, une école de cuisine et sinon un peu de temps libre. Oui, ça c'est aussi très en corrélation avec la boulimie de mon mari, hein, quand même, d'ouverture, de création. Et comme il a eu raison, parce que même si j'avais très peur de ça, ça m'a permis d'avancer énormément dans ma carrière professionnelle, de m'ouvrir l'esprit, de m'inspirer. On résume, 7 étoiles depuis le début de votre carrière, 3 à Valence, 2 à Lausanne, 1 à Paris, 1 à Londres. Bon, nous sommes ici à la Dame de Pique à Paris. Oui. C'est bien de parler de votre parcours, mais nous on a envie de saliver un petit peu. Je vous laisse vous habiller et on vous retrouve en cuisine, vous nous faites visiter? Avec plaisir Valérie. J'entre alors? Oui Valérie, venez. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Pour l'instant, il n'y a rien, mais je sens que ça s'active derrière. Ça, exactement. Donc, on va faire pocher les berlingots. Le plat signature, le berlingot qui est dans tous les restaurants avec une préparation différente. Et puis là, cette semaine, on a voulu faire un petit clin d'œil à Lausanne. Donc, on a pris celui, en tout cas, le fromage de Lausanne. Est-ce que je peux voir la carte? Alors, voilà, Valérie. Le tourteau de casier, la betterave plurielle, les berlingots, l'œuf de poule fermier. Vous avez au fil des années imposé votre signature tout en légèreté et en féminité. Comment vous définiriez le style Anne-Sophie Pic?
Ma cuisine, elle est, je la veux essentiellement, c'est vrai, féminine, mais d'une complexité aromatique particulière, voulue, complètement assumée, qui me permet d'avoir... ce que je veux, c'est que les clients n'aient pas une dégustation linéaire quand ils goûtent ma cuisine. Et comme les sauces sont très éphémères, il y a une dégustation qui se fait en plusieurs temps. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu en cuisine? Alors j'ai reçu 2 conseils. Le premier, c'était de mon père qui m'a dit peu de temps avant sa disparition, ce qui compte avant tout, c'est que tu saches que l'expérience ne se transmet pas, elle se vit, elle s'acquiert. Puis un mot de Paul Bocuse quelques années plus tard, quand j'ai voulu lui demander de m'expliquer ce qu'était le homard thermidor. J'avais une idée de comment il fallait faire, on m'avait passé une commande de homard thermidor. Il m'a dit, écoute ma cocotte, ce qui est important en cuisine, c'est que ce soit bon. Voilà. Donc c'est 2 conseils quand même qui sont essentiels dans la vie d'un chef ou d'une chef. Votre plaisir le plus calorique? C'est le chocolat. Enfin, je vais pas nier. Dans son Paris des Arts, Anne-Sophie nous présente la designer et scénographe Marianne Guély. Elle confectionne des fleurs extraordinaires, des guirlandes magiques, avec son matériau de prédilection, le papier. Son travail, empreint de rêve et de poésie, a tapé dans l'œil des grands noms du luxe, Dior, Saint-Laurent, Chaumet ou encore Baccarat. Marianne, vous avez des doigts de fée, vous nous enchantez avec du papier. Comment vous est venue l'idée de créer tout un univers avec ce matériau? Alors ça vient du livre, je m'inspire d'histoires et j'essaye de les retranscrire. Alors en papier, pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est à la fois fragile mais pas tant, qui est éphémère mais pas que, et qui laisse un souvenir toujours indéfectible sur tous nos événements, nos objets, à la fois cette fragilité mais pas tant que ça. Depuis 2005, il y a une commande de la maison Baccarat. Les projets pour vous se sont enchaînés. Quelles sont les collaborations les plus marquantes? Alors bien sûr, celle de Baccarat que vous citez, mais aussi celle de la maison Christian Dior pour le parfum J'adore. Et dernièrement, une collaboration assez fantastique avec Anne-Sophie à Londres. On a fait des très très grands formats de pivoine. Donc c'est un projet permanent que je peux aller voir régulièrement, donc qui n'est pas du tout un projet éphémère. Qu'est-ce qui vous touche le plus, vous, dans ces sculptures de papier? Quand je cuisine, en fait, j'ai envie d'apporter toute la délicatesse que Marianne a dans son travail sur le papier. Je trouve que c'est d'une délicatesse, mais voilà, ça m'émeut beaucoup, ça me touche beaucoup. Et puis son univers, il lui appartient, il est particulier. Moi, j'ai tout de suite eu le coup de foudre pour son travail. On s'y rencontrés à la Dame de Pique à Paris, un petit peu comme ça. Tu étais cliente et puis. Alors moi, je suis cliente depuis toujours. T'es toujours. Mais c'est vrai. J'y vais très très modestement sur le. Mais c'est vrai. Pourquoi les pivoines? C'est vous qui avez choisi? C'est Anne-Sophie qui vous a un peu guidé? Quelle histoire vous êtes racontée? Dans quel univers vous êtes projeté quand vous avez décoré ce restaurant à Londres? Le producteur de pivoine le plus connu au monde, le plus spécialisé, est originaire de Valence. C'est le petit cocorico de la région. Ouais, carrément. Il y a tellement de choses chez nous. Ouais, on a tout de suite parlé pivoine ensemble. Ouais, moi, je travaille de manière assez rapprochée avec tous ces visuels-là pour essayer de bien m'inspirer de la nature. Avant de nous quitter, retour au centre Georges Pompidou pour le questionnaire du Paris des Arts. Ce sont les internautes qui passent au grill Anne-Sophie Pic. Dans la famille, le poulet rôti, il se marie très bien à l'estragon. Et puis ce qui est important, c'est d'arroser le poulet tout au long de la cuisson. Il ne faut pas laisser cuire tout seul. Et puis ce qui est merveilleux, c'est d'obtenir un jus extraordinaire. Donc si le jus est bon, le poulet rôti sera bien rôti. Il faut obligatoirement qu'il soit bon, qu'il soit bien cultivé et dans une agriculture raisonnée, pas obligatoirement bio. J'aime aller dans des endroits soit
soit nouveau pour découvrir, mais j'aime aussi retourner dans un endroit que j'aime bien. En tout cas, je dois bien apprécier le chef. Ça me paraît essentiel d'avoir voilà, un regard plutôt de curiosité. Je vais chercher à être interpellée quand même quand je sors au restaurant. Je crois que le pissenlit, il vient donner une petite nuance dans une bonne salade. Voilà, il amène une touche. Le pissenlit par lui-même, il est fort, il est dur même. Donc, peut-être ramasser les pousses les plus jeunes, les plus tendres. Peut-être, voilà, il y a toujours un moment de récolte idéal pour ce genre de produit. Merci Anne-Sophie Pic. Merci Valérie. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Anne-Sophie sur notre site internet www.france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée à vous tous et à la semaine prochaine.